franc-parler. Honoré Naum. Bonjour à toutes et à tous, merci de rester à l'écoute de la 94.3 Radio Cotonou. Vous suivez la dominicale de vérité, l'alphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social et économique, le handicap et autres sont considérés comme d'éventuelles discriminations dans l'accès à la justice. Après avoir analysé la situation, le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 23 octobre 2024 a décidé de la mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. Pour le gouvernement, la nouvelle donne doit rendre possible pour le citoyen lambda l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique dans une large mesure. Aide juridique en République du Bénin, ouf de soulagement pour les justiciables. C'est donc le thème de l'émission Franc-Parler que nous vous proposons ce dimanche. Pour analyser la portée de la mise en œuvre de cette aide juridique dans notre pays de Bénin, nous recevons M. Landry Angelo Adelakun. Il est juriste et spécialiste des droits humains. M. Adelakun, bonjour. Bonjour, chers Norm. Bonjour, chers auditeurs de Radio Cotonou. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naum. Le standard sera ouvert comme toujours dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs et auditrices, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez également déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Je vous retrouve à nouveau, Monsieur Landry Angelo Adelakun. À nouveau, bonjour à vous. Bonjour, Honoré. Voilà. Pourquoi votre combativité pour les droits humains? C'est une question qui me surprend, oui. Tout à fait. La combativité pour les droits humains, parce que tout est droits humains. Tout est droits humains partant de la simple définition des droits humains, qui n'est pas une définition trop académique ou élitiste. Et on considère que les droits humains sont les droits que nous avons du seul fait d'être humains. Et lorsque vous concevez que vous et moi et tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent sont des humains, alors nous avons des droits. Tous les droits que nous avons sont des droits humains. Et à partir de cet instant, si nous devons vivre, et je dirais équitablement en société, sans injustice, à l'abri de l'arbitraire, il faut que des citoyens puissent quand même défendre ce que nous avons le plus cher, qui sont les droits qui sont attachés à notre personne humaine. Voilà pourquoi est-ce que nous nous engageons dans cette défense-là, sachant bien sûr que nos États de façon générale sont ceux-là qui reconnaissent ces droits à leurs citoyens et qui garantissent également ces droits, mais au même moment, les premiers prédateurs en griffe de ces droits sont les États. Et vous savez que les États sont puissants, l'État est une puissance et donc il faut que des citoyens soient là pour chaque fois attirer l'attention de nos autorités sur ce qui généralement ne va pas. Voilà un peu le sens de notre combat, en espérant que nous puissions tous vivre dans une société harmonieuse où les droits de chacun sont respectés, la liberté, l'égalité et aussi le droit à l'épanouissement. Ça fait depuis quand déjà? Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? Pas moins d'une dizaine d'années que nous sommes là-dedans. D'accord. Alors vous recevez des coups pour ça? C'est une évidence. Et quelle que soit la lutte que vous faites, et je parie que même pour l'émission que vous animez actuellement, mais avant, tout le monde vous connaît, vous avez certainement reçu des coups, vous continuez à en recevoir. C'est comme l'histoire d'un petit enfant. Quand il naît, tout le monde est content, mais dès lors qu'il commence à casser un peu les choses dans la maison, ça devient un peu difficile. Il n'est pas toujours admiré sur certains points. Donc c'est notre cas. Le combat que nous faisons, ça arrange certains et ça semble poser de problèmes à certains, notamment ceux-là qui n'ont pas intérêt à ce que la masse, une masse considérable, une masse critique, et soit informée des comportements, des droits et devoirs et de comment agir en société ou dans une république. Donc ceux-là se sentent menacés. Dès lors que ceux-là se sentent menacés, c'est que vous aussi vous êtes exposés. Et quand on dit que vous êtes exposés, l'exposition ne vient pas du fait que ce sont les gouvernants dont les États
qui sont vos ennemis ou qui vous mettent les bâtons dans les roues ou bien qui vous en veulent. Mais il y a aussi que vos camarades, vos collègues, vos amis, de simples particuliers qui n'ont pas la puissance publique également peuvent être considérés comme étant des dangers pour vous. Et donc le danger, ça vient de tous les camps. Que ce soit la puissance publique, que ce soit les citoyens ordinaires, et donc vous êtes mal vus en fonction de ce que vous défendez parce que ça remet en cause et certains ordres établis. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui de l'aide juridique. Est-ce que cela cadre un tant soit peu avec le combat que vous menez dans le domaine des droits humains? Absolument, je l'ai dit tout à l'heure que le combat des droits humains, c'est la satisfaction de l'intérêt général, c'est le respect de nos droits en tant que citoyens, donc dans notre dignité et dans notre égalité, dans notre liberté. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 1er, vous avez les 3 clés des droits humains. Il s'agit d'abord de l'égalité, de la liberté et de la dignité. C'est ça l'article 1er. Donc, voilà les notions clés quand on veut parler de droits humains. Et donc, nous avons droit à la dignité, et nous avons droit à la liberté et à l'égalité. Et l'égalité, après, quand ça chevauche, quand elle n'est pas totalement réalisée, parce qu'il faut dire, il y a des concepts qui sont purement des constructions juridiques. Et donc, on considère juste cela sur le point légal du droit. Et donc, lorsqu'elle n'est pas réalisée, il y a des éléments qu'on essaie de jouer ou de faire jouer pour venir un peu vers l'égalité. Et dans ce sens, aussi, la dignité. Dans ce sens, on peut enregistrer ce que nous appelons aujourd'hui l'aide juridique. L'aide juridique, pourquoi? Vous et moi, nous sommes dans un dossier et que nous sommes devant les juridictions, et peut-être parce que déjà nous sommes défavorisés par rapport au pouvoir financier. Là, vous êtes en train de définir l'aide juridique, c'est ça? Je suis en train de venir vers votre définition pour voir pourquoi c'est ça cadre. Donc, nous sommes un peu défavorisés par rapport à tous ces éléments-là. Alors, lorsqu'on vient à dire qu'on met en place un mécanisme d'aide juridique, cela voudrait dire qu'on est en train de venir vers la réalisation d'un de vos droits, le droit à l'égalité, l'accès à la justice et bien d'autres. Et donc, l'aide juridique, c'est un combat que nous menons et nous sommes heureux. Et dans le fond du sujet, je vous montrerai pourquoi est-ce que ça cadre davantage avec ce que nous faisons et d'où est-ce qu'on est parti. D'accord. Alors, dites clairement aux auditeurs qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, aide juridique? L'aide juridique, il faut jamais être pédagogique et donc on va faire simple pour que le dernier puisse comprendre, le dernier de nos compatriotes. L'aide juridique, en réalité, on va dire que ce sont ces mesures-là, ces mécanismes mis en place par l'État. L'État étant détenteur de la puissance publique avec certaines obligations, il va revenir là-dessus. Donc, ce sont ces mesures, mécanismes mis en place par l'État pour répondre aux besoins de ses concitoyens devant des juridictions. Donc, ces concitoyens qui n'ont pas la capacité de prendre un conseil, un avocat. Donc, dès lors que vous êtes devant une juridiction dans un dossier donné et que vous n'avez pas la possibilité de prendre un avocat, l'État vous vient en appui, en aide, à travers ce que nous avons appelé l'aide juridique. Et donc, c'est une mesure prise en charge. C'est prise en charge par l'État. C'est l'État qui prend en charge. Ce n'est plus le citoyen béninois, le citoyen lambda, qui prend en charge les frais parce que le citoyen est déjà bloqué par les frais du point de vue de son pouvoir financier qui est complètement effrité et tout. Donc l'État prend cela en charge et met à votre disposition ce qu'il faut pour que votre dossier puisse quand même démarrer et aller jusqu'au bout. Parce que dans certaines procédures, lorsque vous n'avez pas de conseil, il est un peu difficile de se retrouver. La question de droit, je ne vais pas dire que c'est élitiste ou encore c'est ressort de l'ésotérisme, mais vous allez comprendre que c'est une question de domaine pour certains. Et tout le monde n'a pas les informations nécessaires. Tout le monde ne sait pas comment s'y prendre. Tout le monde ne sait pas comment faire. Et ceux qui savent comment faire aussi, il peut arriver qu'on n'ait pas les moyens. Et puisque nous n'avons pas les moyens, l'État dit, moi, en tant qu'État responsable, je prends sur moi la charge de financer ou de mettre à votre disposition tout le mécanisme nécessaire pour que dès lors que vous vous retrouvez en situation, vous puissiez être libre et que vous ne puissiez pas être stressé par le défaut ou l'incapacité à recourir au service des auxiliaires de justice, notamment les avocats, les huissiers et bien d'autres. D'accord. Donc, ça ne peut que provenir de l'État. L'aide juridique, c'est ça? Absolument, c'est l'État. J'ai dit tout à l'heure, je vais expliquer que quand nous parlons des questions de droits humains, donc de droits de l'homme ou tout ce que droits fondamentaux, peu importe l'appellation, c'est l'État. L'État, en réalité, a 3 obligations. L'État a l'obligation de respecter. L'État a également l'obligation de mettre en œuvre. Ça dit, quand vous avez les normes et tout, il faut maintenant mettre en œuvre. Et aussi, l'État a l'obligation de protéger. Donc, triptyque, 3 obligations. Protection, respect et mise en œuvre. Ce sont les obligations de l'État. Donc, au nom de ces obligations-là,
l'État a des responsabilités. Et au nom de ces responsabilités, c'est de faciliter l'accès à la justice pour ses citoyens, qui est un démembrement de l'état de droit, on va y revenir. Donc, faciliter l'accès à la justice. Dans cette perspective de faciliter l'accès à la justice, l'État est obligé de mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires pour que l'accès à la justice soit effectif. C'est pour cela, c'est l'État, puisque c'est l'État qui a les 3 obligations. Ce que les organisations non gouvernementales et autres font, eux, ils sont dans l'accompagnement. Eux, ils accompagnent l'État dans la mise en œuvre, on peut dire, dans la réalisation. Sinon, en réalité, la mission des organisations non gouvernementales, ils sont dans la défense. C'est l'État qui est dans la protection. Ce qui va faire que toutes les structures, toutes les institutions mises en place par l'État en ce qui concerne les droits de l'homme et autres, vont vous parler de protection. C'est l'État qui a la puissance publique de protéger. Quand vous violez un droit, on va vous sanctionner, on va vous condamner, et la police viendra vous chercher, convocation et tout. Mais une ONG, une organisation non gouvernementale, n'a pas ce pouvoir-là, mais peut faire de la défense ce que nous faisons. Oui. C'est-à-dire, on voit, on dénonce, on fait des plaidoyers, ou encore on fait la sensibilisation, la vulgarisation. Donc, nous sommes des partenaires de l'État, nous accompagnons l'État. Mais celui qui a le moyen et qui a le triptyque de responsabilité, c'est l'État. Et c'est pour cela que je disais, en tant qu'État responsable, et notre pays a estimé qu'il était temps d'aller à l'effectivité de ces mécanismes-là. Voilà. Quand je prends les arguments évoqués par le Conseil des ministres, j'ai bien envie que l'on insiste un tant soit peu sur des expressions que j'ai pu retenir. Premièrement, on parle de l'analphabétisme. Je voudrais qu'on puisse parler de ces éléments évoqués par le gouvernement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, sans mentionner certainement le mot, parce que parfois le mot peut être péjoratif, mais je conçois que pour régler des problèmes par moment, il faut mettre les mots sur les mots. C'est Albert Camus qui nous dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Effectivement, l'analphabétisme, il a dit tout à l'heure que le droit, c'est une question de certains. Tout le monde n'a pas fait des études de droit. Et même ceux qui n'ont pas fait, qui connaissent, ne sont pas nombreux. Donc, si on fait le tout, on fait le total, je pense, on dit le total, oui. Si on fait le total, nous allons nous rendre compte que ceux qui maîtrisent les questions de droit ne sont pas nombreux. Et quand vous avez fini de maîtriser, ceux qui maîtrisent l'arcane judiciaire ne sont pas nombreux. Tout le monde n'a pas fait des expériences au niveau judiciaire. Et à partir de cet instant, on peut être, je dis intellectuel, en griffe, on peut aller à l'école et être analphabète dans un domaine. Prenez le domaine de l'informatique. Beaucoup ont été à l'école, mais ne peuvent pas manipuler l'informatique. Ce n'est pas un péché. Quoique, et nos amis informaticiens peuvent dire que c'est un péché. Ce mot analphabétisme, c'est pas seulement envoyé vers les non-instruits. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a les non-instruits qui sont dedans, c'est eux qu'on voit. Je vais dire, c'est la définition première. D'accord. Vous savez, quand on prend les définitions, il y a le premier degré, il y a le second degré. Venons au second degré. Donc, définition première, quand on fait les statistiques, le Bénin a un fort pourcentage de gens qui ne sont pas allés ou ne sont pas trop allés à l'école. Vous voyez, il y a ça qui est réglé. Et maintenant, quand on prend le pourcentage de ceux qui sont allés à l'école, il y a également ceux-là qui ne maîtrisent rien des questions de droit. Et donc, tous ceux-là, on va les loger dans ce que nous sommes en train d'appeler... Job et moi, dans ce studio, on peut dire qu'en matière de droit, on est analphabète. Non, pas pour dire. Je ne suis pas... En fait, il faut faire la... Je ne suis pas en train de dire que tous non-juristes, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait le droit, qui sont diplômés et tout, sont analphabètes. Je dis, il y a des gens qui n'ont pas fait le droit, qui sont très pointus en droit. Je connais des gens qui sont des agronomes, mais quand ils vous parlent des questions de droit, ben, vous êtes aux anges. Parce qu'ils se documentent. Voilà, ils se documentent. Vous apprenez même auprès d'eux. Donc, analphabétisme, le gouvernement a bien fait de relever ce mot-là. Nous avons, et c'est pas seulement le Bénin, la plupart des États africains, nous avons ce défi de scolarisation, donc il y a ça. Et maintenant, il y a ceux qui ont été scolarisés qui ne sont pas dans le domaine. Vous me prenez moi ici maintenant. J'ai des amis qui sont ingénieurs, qui sont allés en Chine et qu'on sort quand ils ont voulu parler de TNT, je pense, et tout. Donc moi, je n'y connais rien. Donc je suis analphabète dans ce domaine. Vous voyez, pourtant, je suis dans votre studio, je suis en train de parler beau français depuis le matin. Et pourtant, dans ce domaine spécifique, je suis analphabète. Pour qu'on puisse m'aider, il faut que j'ai des techniciens du domaine qui me disent un peu comment ça se passe et tout. Donc, nous allons ranger et ce mot, cette expression-là dans cette logique-là. D'accord. Est-ce que si nous restons également sur cette expression analphabétisme, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on veut accorder une aide juridique sans traduire nos lois, nos textes de la République dans les langues nationales?
Ah là, vous abordez une préoccupation de tout le temps, parce que depuis 90, que notre État a adopté sa loi fondamentale, la Constitution de 90, modifiée, et récemment en 2019, il est inscrit tel un marbre à l'article 40 de cette loi que l'enseignement des droits et devoirs, l'enseignement de la Constitution, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples et de tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Bénin est une obligation à la charge de l'État. Et le constituant de 90 est allé plus loin en disant que cet enseignement doit être organisé au niveau des forces armées, au niveau de l'enseignement, au niveau de toutes les autres professions, et ceci dans toutes les langues nationales. Donc, la question, elle est réglée dès le départ depuis 90. Il fallait donc qu'on puisse le faire. Mais de 90 à ce jour, je pense que nous sommes à 34 ans. Cela n'a jamais été effectif. Et nous autres, nous nous sommes amusés. Et c'est là où j'aime quand on me pose des questions comme ça. Ça permet de dire au moins, en tant que simple citoyen de la République, nous qui ne sommes rien, ce que nous avons pu faire. Nous nous sommes amusés à attirer l'attention du juge constitutionnel sur cette question pour lui dire, ça fait quand même une trentaine d'années que nous avons une disposition qui n'est pas mise en œuvre. Or, beaucoup de nos compatriotes pourrissent en prison au quotidien du simple fait de la méconnaissance des règles qui régissent la République. Donc, inconditionnalité, il faut dire que les gouverneurs... Ça fait d'ailleurs appel à la seconde, au second groupe de mots, l'ignorance de ses droits. Absolument. Vous voyez, l'ignorance de ses droits. C'est là le problème que nous avons. Lorsque vous voyez ceux qui allaient dans les tribunaux, allaient suivre quelques audiences, vous allez vouloir pleurer pour certains qui, dans des dossiers, disent oui, va chez le procureur. Ça dit les fâchés comme on fait chez nous là, va chez le procureur. C'est quand ça arrive à ce niveau que vous méconnaissez celui qui était puissant et qui disait d'aller chez le procureur. Il se rend compte que, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Donc beaucoup se retrouvent dans des procédures. C'est là qu'ils découvrent qu'en réalité c'est une infraction. Ce qu'ils ont fait est contraire à la loi. Mais quand ils le faisaient, ils pensaient que c'était bien. Regardez à l'avènement du régime du nouveau départ, je pense en 2017 par là, il y a une situation quelque part, un monsieur à Glodibé, qui fâché, a insulté le chef de l'État, a insulté sa femme, donc la première dame, a insulté tous ses enfants, tous les amis du chef de l'État. Il a insulté tout le monde en langue fond. Il a insulté tout le monde proprement et il conclut en disant démocratie mais idée. Ça dit nous sommes en démocratie. Donc vous voyez un peu sa conception. Voilà. Vous voyez un peu de dire ce qu'il pense. De dire ce qu'il pense. Vous voyez sa conception de la démocratie. Il le dit, il en est fier. Il pense que c'est la démocratie et donc il doit insulter tout le monde, le chef de l'État et tout le monde. Donc celui-là, par exemple, on l'a pris à l'époque, hein, je ne sais pas, il semble qu'on lui a donné 2 ans, quelque chose comme ça. Donc vous vous rendez compte qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, mais il pense savoir. Donc l'ignorance est d'acuité, nous sommes nombreux dedans, et je l'ai dit, dans d'autres domaines, nous aussi, nous sommes. Prenez le domaine de la santé. Il y a des choses que nous faisons, on consomme des choses, vous finissez de manger ce que vous voulez, on l'accompagne d'une bouteille de billets, bien frappé, et on est heureux quand on finit. C'est que vous croisez un diététicien ou voilà, en tout cas un agent de la santé, tout ça, et on vous dit non, ce n'est pas bien, que quand on prend telle chose, on ne doit pas ajouter telle chose dessus. Or, vous, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est ce que vous avez toujours fait. Donc, l'ignorance, aujourd'hui, c'est une question d'actualité, et je pense que nous allons inviter les organisations gouvernementales à continuer à accompagner l'État et inviter l'État à prendre davantage ses responsabilités pour que ceux-là qui sont dans des situations de vente de terrain, de revente de terrain ou de blanchiment de capitaux parce que c'est des infractions, on tombe dedans sans savoir, de viol et de harcèlement. Nous formons des gens sur ces questions-là. Les gens ne savent même pas que ce qu'ils font, c'est du viol. Les gens ne savent même pas que ce qu'ils font, c'est du harcèlement parce que notre réalité, c'est que quand tu fais la quoi à une femme, il faut insister et tout. Donc, il faut que l'État puisse quand même accompagner pour que nous tous ensemble, nous sortons de l'ignorance. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Lorsque vous prenez la question du harcèlement. Même en faisant la cour à une femme. Oui, prenez la question du harcèlement. On peut vous choper, c'est ça? Bien sûr. J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe où nous avons formé des enseignants de la maternelle et du primaire sur les questions de droit et à la santé sexuelle et reproductive. Environ 6 000 enseignants dans tout le Bénin. Ça dit, vous voyez des directeurs, directrices d'école, des maîtres et des maîtresses, des CP, conseillers pédagogiques, des CRP, chefs de région pédagogique,
qui ne le savent pas. Quand vous leur dites non, c'est non. Non, c'est non, ça dit, vous voyez une jeune dame, peu importe, hein, c'est à vous de voir. Ça peut être une dame âgée et tout. Bon. Donc, vous lui faites les avances, elle dit non. La loi dit, dès lors que vous lui avez parlé, elle a dit non, non, c'est fini. C'est fini. Oh, notre culture voudrait que quand tu lui parles, elle dise non, c'est maintenant on vient de démarrer. En réalité, c'est notre culture ça. Et même quand tu vas voir ta maman, ta soeur, ta grand-soeur, ta cousine, même l'ami de la fille, on te dit, mais toi, tu es un garçon. On va jusqu'à dire que ce nom-là, en réalité, c'est un oui. C'est un oui. Donc, vous voyez. Et on insiste. Et on insiste. Oh, qu'elle a dit non et toi, tu insistes. C'est du harcèlement. C'est ça même le harcèlement. D'accord. Non, c'est du harcèlement. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu vas avoir des relations sexuelles, tu as des relations sexuelles avec une fille qui ne t'a jamais dit oui, et on constate que par exemple, elle n'a pas 18 ans, peu importe sa constitution physique, c'est-à-dire la morphologie, elle peut tout avoir, et tout le monde peut avoir des affaires avant toi, tant qu'elle n'a pas 18 ans, même quand elle a dit oui, même quand elle est venue te chercher dans ta chambre pour te forcer, et c'est elle-même qui a prié, elle a mis dedans, c'est du viol. Vous imaginez? Quand la dame, elle a déjà 18 ans, et bon voilà, tu lui as parlé, elle n'a pas validé, et puis ça s'est passé, ou bien elle a validé, tu étais déjà dedans, pratiquement en train de vouloir tomber en transe, que les gens m'en excusent, j'ai dit des fois, il faut être trivial pour que ça passe. Et elle dit non, la loi dit, dès lors qu'elle a dit non, tu étais en train de mettre, qu'elle a dit non, tu stoppes ça là et tu enlèves. Mais imaginez, à cet instant-là, vous vous rendez compte que c'est compliqué, puisque, mais, ça dit, vous ne pouvez pas. Et je vous donne encore un exemple. Elle a dit oui, tu as commencé. Tu as commencé, le truc est déjà là, ça dit, vous savez que ça dit, c'est souvent difficile à arrêter, parce que vraiment, là, au moins, quand même. Mais si vous ne le faites pas, on va dire qu'il y a viol. Et l'autre chose, on a rencontré des gens qui, pour les cas de mariage, le monsieur, tu lui dis, ben même, il y a le viol conjugal. Ça dit, c'est votre épouse, c'est votre époux. Mais la dame n'a pas validé. Ça dit, elle dit non aujourd'hui. Ou tu forces et tu fais. C'est ta femme. Mais elle a dit non. C'est le viol. Puisque l'absence de consentement est déterminant dans la qualification de l'infraction viol. Tout à fait. Donc, elle dit non, tu fais. Mais qu'est-ce que les gens disent? Le directeur et directrice d'école s'étonnaient à l'époque. Ils se mettent à rire pour dire, mais comment ça? Je l'ai dotée. C'est ma femme, je l'ai dotée. Vous voyez la conception, c'est vrai. Vous l'avez dotée, vous avez fait connaissance des parents, vous avez acheté ci et ça, toute la famille sait. Donc, on considère dans notre culture que le seul fait de l'avoir mise au foyer fait déjà un consentement pour toute la vie. Tout ce qui va se passer, elle n'a plus d'avis et tout. Donc vous voyez, il y a de ces questions-là sur lesquelles l'État doit continuer pour que nous puissions éviter le pire. Moi, j'ai souvent du mal quand je vois que les gens sont dans des situations parce qu'ils ne savent pas. Quand vous savez et que vous le faites, je vous assure tout, je vais vous applaudir parce que vous devez assumer. Quand vous savez, vous savez que vous avez fait. On vous a dit on ne fait pas. Mais vous savez, vous avez fait. Il n'y a rien à faire. Ça peut me faire mal un peu. Mais moi, je vais vous regarder, prier pour que vous puissiez aller assumer ce que vous avez fait. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Alors, l'appartenance ethnique. Oui. La loi fondamentale de notre pays interdit un certain nombre de choses. C'est la discrimination. Qui peut être fondée sur l'appartenance ethnique. Je vais parler sur d'autres détails parce que je ne sais pas si vous avez d'autres détails. Et l'appartenance ethnique... Il y a le genre, la religion, le statut social ou économique, le handicap et tout ça. Ah, très bien. Alors là, vous avez tout mentionné. Exactement. Tous ces éléments que vous avez mentionnés sont interdits par notre loi fondamentale et tous les instruments juridiques au niveau africain et au niveau onusien. C'est-à-dire au niveau international. On dit, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de l'égalité. Vous ne pouvez pas discriminer quelqu'un, m'interdit par exemple de venir à la radio ici, peut-être parce que ce que moi je dis n'arrange pas X ou Y, ou bien parce que moi je serais du Bénin profond et l'autre serait du Bénin entre griffes profond, et que, ou bien l'autre serait de la diaspora, et bon voilà, l'autre a voyagé, moi j'ai jamais voyagé, des critères comme ça, ou bien parce que moi je suis noir et que vous prenez des gens qui sont un peu comme vous, ou encore plus, ou bien parce que moi je suis élancé, vous préférez des gens qui ont la taille moyenne. Diaspora, ça me rappelle quelque chose. On a l'habitude de dire, il ne faut pas venir ici nous faire le yovo. Hein. Exactement, vous voyez, c'est ça. C'est déjà une discrimination. C'est déjà une discrimination. Nous le faisons, c'est pour cela que je dis, nous ne le faisons pas ignorance, et la question de l'ignorance n'est pas attachée à nos parents qui n'ont pas eu la chance comme nous, mais qui quand même ont eu le réflexe de nous envoyer à l'école. Pas à eux seuls, même nous qui avons été à l'école, nous le faisons. La discrimination, c'est des speeches que nous avons. Donc, on ne va pas regarder d'où est-ce que tu viens. Est-ce que toi, tu viens de très loin du pays? Tu viens d'une région où on parle telle langue? Tu viens de l'autre région où les gens supportent le gouvernement ou s'opposent au gouvernement? Tu viens dans telle région et tout. Donc, vous voyez, comme on voit là, non? On dit, il ne faudrait pas tenir compte de ces éléments
dans l'accès de vous et moi à la justice, dans l'accès de vous et moi et de nos parents à ce que nous avons appelé l'aide juridique. Donc, il n'y a pas de différence d'opinion politique, philosophique, donc selon comment elle raisonne. Chacun a sa philosophie, sa doctrine, selon le genre. C'est pas parce que certains sont, vous voyez, il y a une réalité purement en Côte d'Ivoire là. C'est pas parce que certains sont qualifiés d'appartenir à une minorité sexuelle que d'autres, voilà, sont des femmes et que les autres sont des hommes que nous devons distinguer pour appliquer l'aide juridique. Que vous soyez femme, enfant, fille, garçon, homme, tout ce qu'on veut, et que vous soyez, pour appeler les choses par leur nom, homosexuel ou pas, et quoi encore, transgenre, tout ce qui a trait à tout cela, oui. Vous êtes humain. Et heureusement, vous avez très bien fait en me posant la question qui m'a permis de définir ce que c'est que les droits humains. Vous êtes humain. Et à partir de cet instant-là, vous avez des droits, indépendamment de vos choix et de vos orientations. Ça dit, parce que je suis un être humain, souffle de vie, j'ai des droits. Le reste, je suis de tel parti politique, que ce soit UP Le Renouveau, Bloc Républicain, les démocrates, Moël Bénin, bon, ça n'existe plus. Peu importe, que ce soit tout ça, ce sont des détails. Okay. Mais au-delà, je suis un être humain. Et on me reconnaît des droits, il ne doit pas avoir de discrimination. Donc, on ne va pas dire parce que lui il est de la mouvance, il bénéficie, parce que l'autre il est de l'opposition, il ne bénéficie pas. Donc voilà un peu pourquoi il est fondamental de rappeler ces notions et dire que ce sont des notions qui s'alignent sur ce que nos textes en vigueur nous recommandaient depuis la nuit de temps. D'accord. Quand je prends par exemple le volet genre évoqué par le gouvernement dans ce dossier, je voudrais donc aller au niveau de la terre, la gestion de la terre dans nos communautés. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers donc l'aide juridique qui sera bien entendu apportée à nos communautés, les femmes vont pouvoir donc revendiquer les mêmes droits que les hommes dans nos communautés par rapport à la terre? Les femmes, depuis, on peut dire, oui, on connaît nos réalités coutumières qui ont fait que la femme était considérée jadis comme un bien de l'homme. Je ne vous enseigne rien. Et ceux qui nous suivent également, nous l'enseignerons. Les femmes étaient considérées comme un bien de l'homme. Mais fort heureusement, avec la lutte des femmes, notamment avec l'avènement du Code des personnes de la famille, les choses ont évolué. Où la femme, des droits, lui, sont désormais reconnus. Mais dans les faits, il faut dire que la tradition étant ce qu'elle est, il y a que certains éléments, certaines reliques ont continué à persister. Et avec le code foncier domanial, nous avons essayé de reconnaître davantage aux femmes le droit, l'accès à la terre, le droit à la terre. Et donc les femmes peuvent aussi acheter des terres, hériter des terres, construire des maisons, faire tout ce que les hommes font avec les terres. Mais dans la pratique, lorsque vous observez, c'est toujours difficile. Et malheureusement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que le Bénin, tout récemment, au mois d'octobre, et nous allons y revenir aussi, mais le Bénin, au mois d'octobre, était à Genève, dans le cadre de la 89e session de l'examen du Bénin devant le comité des droits de la femme contre les discriminations faites à l'égard des femmes. Okay. Et le Bénin a fait le point du respect des droits de la femme, notamment par rapport à un certain nombre d'engagements pris librement par notre État. Et dans cet exercice-là, ce que nous faisons, c'est que les organisations non gouvernementales également font ce que nous appelons rapport alternatif. Alternatif, comme un rapport contradictoire, pour être facile en français. C'est-à-dire, l'État fait son rapport pour dire, voilà, j'ai respecté ci, j'ai fait ça. Les ONG viennent comme un autre regard, pour dire, nous aussi, on a observé, et nous avons constaté que sur tel point, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ci. Nous vous demandons de demander à l'État, vous voyez, les éléments. Voilà. Donc, on a fait cet exercice-là à Genève et le Bénin était représenté par une délégation conduite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de l'Administration et la présidente de l'INF et puis l'honorable Nathalie Cochin en ce qui concerne l'Assemblée nationale et l'ambassadeur plénipotentiaire Angelo Dan. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand vous voyez le rapport de l'État, vous vous rendez compte que l'accès, ils ont évalué l'accès des femmes à la terre. Je pense que c'est un pourcentage qui caracole entre 23 et 27%. Okay. 23 et 27%. Or, vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller à l'INSTAD pour savoir que les femmes dépassent les hommes en République du Bénin, comme un peu partout, même en Afrique. Même en Afrique, c'est environ 52%. Et comment se fait-il que les gens qui nous dépassent, soient
a une capacité d'accès à la terre de moins de 30%. De moins de 30%. Ça pose un problème. Donc cela voudrait dire que dans l'effectivité sur le terrain, il se pose un problème. Et aujourd'hui, en travaillant à mettre la question du genre, c'est parce que nos gouvernants ont compris qu'il y a des pesanteurs sociologiques, ce sont des préjugés, qui restent, qui résistent, qui font que la femme, malgré les efforts, peine quand même à avoir accès à certains services. Et donc, il faut pouvoir éviter cela. D'accord. Le statut social et économique, ça veut dire que les pauvres peuvent donc se dire que maintenant, on peut nous écouter. Absolument. Oui. Cela veut dire, c'est comme on dit il y a quelques années, vous savez, ça fait partie des leitmotivs de nos organisations étatiques au niveau régional. Je veux parler de l'Union africaine, de la CEDEAO. Il y a des politiques qu'on dit ne mettre personne de côté. Ne mettre personne de côté, cela voudrait dire que vous soyez personne vivant avec un handicap, tout à fait, que vous ayez difficilement les moyens financiers pour répondre à vos besoins. Vous êtes intégré dans la société, les politiques publiques doivent vous intégrer, vous prendre en charge pour que vous ne vous sentiez pas à côté en société. Et donc, nos dames, nos mamans, qui ont un problème économique, vont se retrouver à être prises en charge quand elles seront dans des procédures devant nos juridictions. Cela voudrait dire quoi? Les veuves qui sont privées, par exemple. Les veuves, voilà, les orphelines, voilà, par le décès de leur mari, décès généralement prématuré, et nos mamans, souvent des enfants à charge, elles doivent faire face, elles seules, à tout cela, elles doivent se battre et tout. Donc, l'État aujourd'hui intègre cela pour dire, nous vous apportons une solution. S'il y a une situation, l'État est là pour vous. Parce qu'en réalité, vous faites partie de l'État et l'État est là pour votre intérêt. Donc, que ceux qui roulent en 4x4 et que ceux qui voyagent en jet privé, peu importe, aient accès à la justice. Nos mamans également, qui n'ont pas les moyens, désormais, vous aussi. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, vous voyez un peu. Donc, l'inégalité qui se créait, l'État est en train de venir quand même la combler par les moyens qu'il est en train de mettre en œuvre. Comment ça va se faire, la mise en œuvre? Comment on organise ça? Oui, déjà, au niveau de la mise en œuvre, nous allons voir, et c'est là où nous tous, nous attendons l'État. C'est ça. Nous attendons l'État parce que une chose est d'avoir des ambitions nobles et de documenter, de sortir des documents, des normes. Mais l'autre chose, c'est l'effectivité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et je voudrais rappeler, avant de répondre à la question, je ne vais pas oublier la question, pour dire que je rappelais tout à l'heure les examens que nous avons eus devant le Comité des Nations Unies en ce qui concerne les femmes, où le Bénin était allé justifier, le Bénin a reçu des recommandations d'ailleurs, que le Bénin a l'obligation de mettre en œuvre. Mais avant ça, il y a un mécanisme onusien que nous appelons l'EPU, examen périodique universel. En réalité, c'est un mécanisme créé par les Nations Unies, notamment le Conseil des droits de l'homme, je pense en 2006, pour l'évaluation de la situation des droits humains dans les États membres des Nations Unies. Donc, ce mécanisme permet de savoir, par un schéma cyclique, 4 ans et demi. Vous voyez, on évalue pour voir le Bénin, le Togo, le Niger, la France, les États-Unis, le Canada, tous ces États-là ont leur cycle. Ils passent devant le Conseil des droits de l'homme et l'État fait un rapport, le rapport pays, le rapport de l'État. Et il y a ce que j'ai aussi appelé tout à l'heure le rapport alternatif. Donc, les organisations, chaque organisation ou à 2 ou à 3, à vous de voir, font également leur rapport qui vont compiler. Donc, l'État envoie, tout le monde envoie et tout le monde se retrouve là-bas pour faire le point de ce qui a été fait par rapport aux engagements reçus au dernier examen. Donc, la fois dernière, c'était le 4e cycle pour le Bénin, le 4e cycle. Donc, par rapport à ce qui a été reçu, et en 2017, on fait le point et on regarde ce qui n'a pas été fait et on rebelote, on reprend avec certaines recommandations où il y a de nouvelles recommandations et tout. Donc, cela a été fait à Genève. Et l'État du Bénin, à cet exercice, a reçu tellement de recommandations, notamment la relecture du code du numérique, la relecture du code pénal, sur un certain nombre de points que tout le monde peut deviner. Comme ce n'est pas l'objet du débat, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je rappelle juste, c'est pas seulement ça. Puisque le Bénin, notre État, on a reçu plus de 230 recommandations sur les questions de droits humains. 230. 230, plus de 230.
que le Bénin finalement a accepté. Au départ, on avait accepté, le Bénin a accepté 234, après je pense qu'on est allé à 240. Bon, en tout cas, j'ai oublié un peu le chiffre exact, mais que je pourrais vous confirmer tout à l'heure. Donc, le Bénin en a reçu. Et au nombre de ces recommandations, il y a la mise en place de l'aide juridique. C'est là où j'en venais, pour que puisqu'on a dit c'est une émission pédagogique, pour que les gens comprennent. Donc, à Genève, on a demandé au Bénin de mettre en place un mécanisme pour aider ces citoyens à garantir ou à avoir l'accès à la justice. Et qu'ils vous souviennent que le Bénin, notre pays, avait déjà adopté une loi sur l'accès à la justice pour faciliter un certain nombre de choses. Mais cette fois-ci, on a vu que la question de l'aide juridique est une question centrale. Donc, il faut nécessairement agir sur cela pour que les citoyens puissent avoir cette aide-là. Je vais vous expliquer. En réalité, il y a ce qu'on appelait la commission d'office dans les procédures. Et là, c'est lorsque nous sommes au pénal. Ça dit, au pénal, comment ils veulent l'expliquer, les procédures où on peut vous condamner au paiement d'une amende ou encore l'emprisonnement peut sortir dedans. Donc, vous voyez, c'est ça, on n'aime pas trop. Mais quand on est au pénal, vous ne pouvez pas être au pénal et ne pas avoir un avocat. Vous ne pouvez pas vous défendre seul. Vous ne pouvez pas vous défendre seul. Mais il vous faut un avocat. Donc, dès lors qu'on constate que vous n'avez pas d'avocat, on doit vous juger. Vous êtes dans l'incapacité d'en avoir, bien sûr. Alors là, on met à votre disposition ce qu'on appelle un avocat commis d'office, donc le barreau désignant quelqu'un. Et la remarque qui est faite sur le terrain, et vous le savez, ceux qui nous suivent le savent, l'avocat, il a étudié, il a souffert, il a tout fait, tout ça pour devenir ce qu'il est. On est d'accord, on ne refuse pas. Il doit rentabiliser. Vous comprenez? Non, il doit rentabiliser. Et donc lui, il n'est pas dans nos histoires à nous de défendre des droits humains. Non, 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 non. Lui n'a pas, pour la plupart, je n'ai pas dit tout le monde. Pour la plupart, ils n'ont pas cette conception-là. Mais il y a d'autres avocats qui sont véritablement pour les droits humains, qui n'ont pas besoin que vous soyez milliardaire ou millionnaire avant de vous accompagner. Sans frais, il le faut. D'autres mettent même leur argent dedans pour les procédures. Mais il y a d'autres, c'est pas leur souci. Vous avez un truc là, lui, il est l'avocat en réalité, c'est comme un homme d'affaires. Puisque c'est un privé, c'est une profession libérale. Il doit payer les charges, le bâtiment, il a son cabinet, il a des salariés, et l'impôt, bon, ça se comprend, mais bon, après, on peut aussi faire des efforts. Donc, les redressements aussi. Les redressements, voilà, qui viennent. On a vu des cabinets qui ont reçu des milliards en termes de redressement fiscal dans ce pays. Donc, ailleurs aussi, ça se passe ainsi, surtout dans les États africains. Donc, il y a ça. Ce qui fait que les avocats sont commis d'office, soit l'avocat, il ne vient pas à l'audience, il vient... Il n'a pas, on sent généralement que certains n'ont pas un intérêt particulier à défendre ce dossier. Et donc le dossier peut ne pas être trop pris au sérieux, peut ne pas être bien géré. Pourquoi? Parce que généralement, les commissions d'office, ils sont payés après. Donc il y a un fonds qui permet de payer, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pris. Voilà, normalement. Si vous étiez vraiment venu les voir au cabinet et tout, vous voyez, on les paie. Mais quand et comment? Mais votre adversaire peut le gérer par derrière. Non, je voudrais croire que les avocats respectent trop la déontologie et ne se laisseront pas avoir par ce jeu d'argent et pour trahir leurs clients. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Vous savez, nous sommes des humains. Et si nous sommes des humains, il n'y a pas d'être humain parfait. Nous sommes tous, je vais dire, peut-être corruptibles d'une façon ou d'une autre. Ça peut ne pas être seulement l'argent, c'est peut-être... Chacun avec ses travers. Avec ses travers. Donc, il y a ça. Et donc... il y a ce problème qui fait que ça n'arrangeait pas trop les gens. Et puis, aujourd'hui, en mettant en place l'aide juridique, c'est que notre État est en train, je dis, de répondre aux besoins de notre société, mais au même moment, de mettre en œuvre une recommandation que l'État a reçue tout récemment au 4e cycle de l'examen périodique universel. C'est pour dire que lorsque nous attirons l'attention de nos gouvernants sur l'impérieux devoir de respecter l'engagement librement pris par notre État, nous ne sommes pas en train d'aller contre l'État et c'est ce que l'État est en train de nous prouver. Ceux qui pensent que nos États peuvent vivre en autarcie, nous sommes souverains, oui, la souveraineté, oui, on sait comment ça se passe, ça a des limites aussi. Voilà l'État, voilà un État qui est en train de respecter quelque chose qu'on lui a dit au Conseil des droits de l'homme. Cet État, pour moi, mérite au moins sur ce point d'être applaudi. Voilà l'acclamation. Donc notre État nous montre aujourd'hui le chemin et nous allons continuer à inviter l'État pour dire qu'il y a aussi d'autres questions qui viennent. Le code du numérique, le code pénal et tout, les recommandations là, il faut que l'État travaille
progressivement à les mettre en œuvre. Maintenant, l'autre nuance que je voudrais apporter, c'est que ici, l'aide juridique est en train d'être mise en œuvre par la voie d'un décret. Ok. Par la voie d'un décret. Vous auriez souhaité qu'après, que ça soit une loi. Une loi, vous avez tout compris. Parce que le décret, oui, quand on prend les règlements, c'est le plus fort. Mais il suffit seulement que le chef de l'État vienne demain, et puis, bon, premier conseil des ministres, il prend d'autres décrets qui abrogent le dit décret. Les dispositions antérieures. Ou bien on suppose même que le président de la République actuelle se lève le mercredi, il a d'autres informations. Parce que c'est ça, ils ont tellement d'informations, de lecture, d'autres fiches lui parviennent, et il prend encore un autre décret. Alors que quand c'est la loi, c'est bon. D'abord, en termes de valeur juridique, la loi étant supérieure au décret, ça a plus de garanties. Donc après la constitution, on va voir la loi. Donc ça a plus de garanties. Et on se dit, au moins, il y a une sorte de sécurité juridique. Parce que ne l'oublions pas, la sécurité juridique est importante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça avec le décret. Mais ça a plus de garanties donc avec la loi. C'est vrai que dans d'autres États, dans certains États, nous avons vu ces dernières années que même une loi peut être modifiée quand on veut adopter, quand on veut, que bon, on a la majorité, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai. Mais dans la plupart du temps, quand tout se passe bien, c'est un peu compliqué. Donc, ce que nous aurions souhaité pour le moment, c'est que c'est déjà bien. C'est déjà bien là où nous sommes. Mais nous allons inviter le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement à davantage travailler avant le départ du chef de l'État pour que ce qui a été fait par décret soit fait maintenant par une loi, et ça va nous arranger tous, et nous saurons que c'est une loi qui désormais érige l'aide juridique au bénéfice de chacun de nous. Et maintenant, j'ai dit que pas oublier, vous pensez que j'ai pas oublié votre question. Parce que j'ai dit avant de donner la parole aux auditeurs. Oui, parce que j'ai dit, puisque vous m'avez soufflé qu'il faut qu'on soit un peu plus explicite. Comment est-ce que l'aide juridique va se passer? Les domaines d'intervention de l'aide juridique sont nombreux. C'est pratiquement tous les domaines quand vous êtes devant une juridiction. Donc, ce n'est pas seulement le volet pénal. Alors, vous êtes dans une procédure qui a besoin de l'accompagnement de l'État sur un certain nombre de points. L'État envisage. Vous êtes un licencié, par exemple. Oui, voilà. Là, nous sommes au social. Ouais, c'est ça, on voit souvent, surtout même avec l'avènement de la loi sur l'embauche. Voilà, les gens n'ont pas froid aux yeux pour vous licencier et vous attendre encore au carrefour, quoi. Parce qu'ils savent que le temps de faire les procédures, vous serez fatigué. En réalité, les procédures judiciaires épuisent. Il faut comprendre cela. Les procédures judiciaires épuisent. Donc, vous regardez, tu vas là-bas, payer ci, payer ça, payer la grosse, payer telle, payer, bon, vraiment, toi-même, le temps de faire quelques mois, tu vas dire, bon, là où le truc est arrivé maintenant, je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu parce que finalement, on t'a déjà fatigué. Et ça a fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait? L'État dit, ça peut être en matière sociale, administrative, foncier, tout ça. L'État vous aide, il y a un mécanisme, il y a un fonds, désormais il y a un budget qui est consacré à cet exercice-là pour que l'État puisse vous aider, puisse vous accompagner. Donc, vous ne serez plus seul dans les procédures désormais. Vous voyez que c'est beau, c'est joli, c'est tellement intéressant. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'on pourra gérer entre le besoin, je veux dire peut-être financier ou de réalisation de bénéfices de certains acteurs du milieu, notamment les avocats, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont étudié, ils ont investi sur eux-mêmes, ils ont des charges et tout. Et ce que l'État fait, donc, à l'État de voir le juste milieu. Et je sais que pour ce que nous observons, ceux qui nous gouvernent sont tellement bien organisés, même s'il y a beaucoup de choses qu'on leur reproche, ils sont tellement bien organisés et ils ont prévu assez de choses pour que à la réalisation, il n'y ait pas de difficulté. Donc, je pense que moi, de bonne foi, j'applaudis ce qui se passe, tout en souhaitant que cela soit fait par la loi. Ce serait vraiment ce que le président Patrice Talon et son gouvernement nous auraient apporté de plus ou de plus avantageux ces dernières années en ce qui concerne l'accès à la justice. Et avant d'aller vers les auditeurs, je voudrais dire, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais j'estime qu'il faut expliquer pour qu'on comprenne. D'accord. J'ai parlé tout à l'heure de l'accès à la justice. L'accès à la justice est un élément de l'état de droit. Parce que quand on parle de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, et l'accès à la justice et tout. Donc dans l'accès à la justice, vous avez le procès équitable et tout ça. Et aujourd'hui, l'aide juridique vient rendre davantage effectif l'accès à la justice. En rendant effectif l'accès à la justice,
on essaie de rendre davantage effectif l'état de droit, sur tout au moins un point. Okay. Après, il y a d'autres points sur lesquels on n'est pas trop d'accord avec nos gouvernants, l'indépendance de nos institutions, l'indépendance des autres pouvoirs, ou encore le respect des libertés, vous voyez un peu, sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais comme ce n'est pas l'objet du débat, le débat aujourd'hui, c'est que le gouvernement a pris un acte salutaire qu'il convient d'expliquer, qu'il convient de célébrer, tout en disant que nous avons deux inquiétudes. La première, c'est comment ça va se passer. Le décret a prévu, c'est vrai. Mais est-ce que sur le terrain, on a vu avec d'autres choses, est-ce que sur le terrain, ce sera exactement cela? Je dis de bonne foi, on va continuer à croire que ce sera cela, mais en restant sous nos gardes. Et l'autre point d'inquiétude, c'est qu'un décret, c'est bon, mais dans la hiérarchie des normes, le décret vient après la loi, il faut une loi. Nous voulons que ce soit une loi parce que, j'ai dit tout à l'heure, que le Bénin est en train de respecter une recommandation de l'examen périodique universel. Mais là-bas, les États qui ont fait les recommandations au Bénin ne lui ont pas parlé de décret. C'est une loi, ils ont demandé une loi. Si nous voulons faire les choses, ne faisons pas les choses à moitié, faisons-les totalement et bien. Et c'est ce que nous demandons ce matin ou ce soir à nos gouvernants. Merci beaucoup à vous. Vous êtes juriste et vous êtes vraiment dans votre domaine, bien entendu. Landry Angelo Adelacon, que nous recevons donc sur cette émission franc-parler de ce dimanche. Le standard est donc ouvert, vous pouvez intervenir en composant les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 113. On parle bien entendu de l'aide juridique en République du Bénin. Il est en train de nous développer depuis donc ce que cela veut dire et comment on pourra donc gérer au mieux. On prend un premier intervenant. Bonjour. Oui, des avantages puisque nous connaissons bien dans notre pays. Et par la suite, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui de commencer par sensibiliser les citoyens, surtout au niveau de nos commissariats, qui sont en présence et des procès verbaux et assurés et ils ne savent pas lire écrit puisque plusieurs personnes ont été victimes de cette situation et sont bloquées aujourd'hui dans les commissariats parce qu'ils ont eu assuré des procès verbaux qui ont été surchargés. Honoré Naoum, je vous souhaite une excellente journée du travail. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous également. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Idrissou Liamidi Koumayan. Nous vous écoutons. Bonjour à votre invité. D'accord. L'aide juridique, je ne pense pas que ça peut marcher au Bénin. Je dis que le ministère public existe depuis des années dans la juridiction pénale. Pourquoi aujourd'hui l'État s'acharne sur ça? L'analphabétisme juridique existe au niveau des instruits. Comment faire pour orienter les gens là? Pourquoi l'État ne veut pas changer de paradigme au niveau de l'incarcération et créer des bracelets électroniques? Est-ce que l'État peut apporter l'aide juridique au niveau des débiteurs insolvables une fois présenté à un substitut qui nous dit que c'est civil? Qu'en dites-vous? Le débiteur, lui, du Bénin, et l'Interpol est incapable de poursuivre ce dernier. Quel est le partenariat que le Bénin a avec MCA? Voilà ce que je peux vous poser comme question. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Liamidi Koumayan. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui. Votre nom? Reçoit mon nom. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité pour sa brillante intervention d'un développement. D'accord. Et moi, je voudrais dire que malgré
tout ce que fait nos gouvernements, et les choses persistent. Malgré les recommandations de la Genève et autres pays, les pays africains font toujours le contraire. Et dans nos juridictions, commissariats, prisons et autres, tout ce que nous refusons et tout ce que vous venez de dire persiste encore. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas contrôle, il n'y a aucune autre institution qui peut venir contrôler et sanctionner que ces choses-là persistent encore? Dans nos prisons, ration alimentaire, allez voir la qualité. Les soins des prisonniers quand ils sont malades, comment ils sont traités. Tout ça là, je crois que c'est l'État qui doit rentrer dans l'aide de l'État vis-à-vis de ces personnes. Et pourquoi c'est comme ça? Dernière préoccupation. Et quand vous êtes au pénal, vous avez dit qu'on doit nécessairement vous donner un avocat. Est-ce que c'est parce que ceux-là ne perçoivent pas ce qu'ils doivent percevoir, qu'ils ne veulent pas faire le travail comme il le faut? Parce que nous avons vu tout récemment, certains avocats ont écrit pour dire qu'ils ont perçu ce qu'ils doivent percevoir. Ça fait un tel nombre d'années et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas eu. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que le travail peut se faire? Que faites-vous pour ramener l'État à l'ordre pour qu'il fasse ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est le courage qui manque aux juges, aux juristes africains? Parce qu'en Europe, je crois que vous, juges africains, ça risque de me tromper, vous avez reçu les mêmes formations que ceux d'Europe, peut-être même plus que eux. Mais si ça arrive là-bas, ils tapent le poing sur la table et demandent au gouvernement de faire ce qu'il doit faire pour corriger. Puis après tout, c'est le peuple qui souffre. Voilà mes quelques préoccupations. Merci. Merci beaucoup à vous. On va prendre encore un ou deux et on va revenir au plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Aïna Roland. Nous vous écoutons. Je salue également votre invité. D'accord. Moi, c'est pour soulever une doléance. Je ne sais pas si vous pouvez me trouver une solution. Allez-y. Bon. Moi, j'ai amené une affaire sociale au tribunal en 2013 et j'ai gagné en première instance. Finalement, le dossier, il a fait appel dans le dossier. J'ai couru derrière, il y a eu qui appelle le dossier. J'ai été au greffe. Le greffe a reçu le dossier. Et on a commencé un appel. J'ai gagné l'appel. J'ai gagné l'appel maintenant. L'avocat qui a suivi le dossier me dit qu'il veut prendre l'argent sans papier. J'ai dit non, que ça ne peut pas se passer comme ça. Finalement, il prend un papier, il écrit son en-tête, il met le numéro de compte, il chiffre un certain nombre de sommes là. Et il laisse les CLSR. Parce qu'on a dit qu'il doit régulariser nos situations à la CLSR sous appel combinatoire de 10 000 par jour. Il laisse ce côté-là. Il dit que je vais prendre le dossier, je vais prendre l'argent sans papier. Finalement, j'ai commencé par faire le papier. J'ai fait le papier, on ne finit jamais le papier jusqu'à présent, depuis près de 1 an et demi. Bientôt, ça fait avec 2 ans. Et le sujet comme ça, et je n'ai pas perçu mon argent jusqu'à présent. Donc l'avocat vous tourne en rond? Il me tourne en rond. D'accord. Il me tourne en rond. D'accord. Je crois quand même que... Je touche les preuves, j'ai jusqu'à prendre l'acceptation de non-pouvoir de la peine de avec moi. D'accord. J'ai pris une copie, une copie d'arrêt, non, bien voilà. D'accord. Et maintenant la copie doit sortir, je vais prendre la grosse. Ils ne m'ont jamais signé ça jusqu'à présent, jusqu'à j'ai payé les thèmes, me dit que ça va être un nombre de pages, j'ai payé les thèmes sont avec moi, j'ai fait les dépenses en l'air. D'accord. On va prendre votre question de façon globale et le juriste va vous dire quand on se retrouve dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on peut faire. Il vous le dira. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naomi. Oui, bonjour. Oui, c'est votre frère Adakidje Bazili. Ah d'accord, nous vous écoutons. Oui, et je remercie le monsieur qui vient de parler. On a bien entendu ce qu'il a en train de dire. Mais moi, j'ai fait l'accident le 3 mai 2016. Il m'a référé à la CNHU. Il y a un vigilantiste qui m'a détourné dans sa maison et il m'a confié le corps. Il n'est pas docteur. Il m'a confié comme moi, je vais mourir. Je suis obligé d'aller encore là-bas. J'ai fait 2 semaines chez lui. Maintenant, j'ai convoqué. Depuis 9 ans, le procès n'est pas encore éteint à Calavi. Je suis obligé d'écrire chef de l'État. Et le chef de l'État qui a appelé la personne
Et il a accepté, il est obligé de chasser au service. Donc il n'est plus à la CNH aujourd'hui. Mais jusqu'à l'heure, je vous parle, le dossier est toujours là. On m'a dit maintenant que c'était le 21 avril passé qu'on m'a dit que d'aller chercher un avocat. Et j'ai cherché l'avocat maintenant. C'est maintenant qu'on m'a dit que le dossier est déjà passé, que j'ai gagné le procès. Donc, on m'a donné rendez-vous. J'ai été là-bas, au lieu de me donner le COS, je n'ai pas encore reçu le COS maintenant. Alors, j'ai demandé, on m'a dit, je vais prendre combien? J'ai dit, bon, que je dois aller en France. Et j'ai demandé 5 millions. Et il n'a pas tort. Il m'a dit 5 millions, que je dois payer 5 millions. C'est le tribunal m'a décidé, il a dit que je vais prendre 5 millions. J'ai refusé. J'ai refusé. Maintenant, c'est là. Demain matin, quand je suis là-bas, je suis là-bas pour voir, parce qu'il m'a dit de passer demain à 10h. Est-ce que c'est bon ça? Un accidenté qui est venu se plaindre, et puis là, depuis 9 ans, n'a pas réglé le problème. D'accord. C'est pas bien. Il ne recoute pas le gouvernement. D'accord. Sincèrement, il ne recoute pas le gouvernement. Je remercie beaucoup le monsieur qui est en train de parler avec vous. D'accord. Merci beaucoup. C'est ça. D'accord, merci. Excellente journée à vous. On revient au plateau. Le temps est véritablement parti. On va poursuivre donc avec les réponses. Monsieur Angelo Adelakun, il y a Yolon Lucien qui a parlé des prisonniers qui sont sans justice jusqu'à présent. Il demande aussi de sensibiliser les populations qui n'arrivent donc pas à lire les PV dans les commissariats. Oui, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont appelé et ceux-là également qui nous suivent et qui nous écrivent aussi par d'autres voies, notamment par WhatsApp. D'accord. Sur la question de la libération des prisonniers ou de ceux qui sont en détention, mais qui toujours depuis des années... Sans procès. Voilà, sans procès. Il faut dire que déjà, même au niveau de la juridiction constitutionnelle de notre pays, depuis des années, il y a un travail qui se fait quand elle est saisie. Quand la juridiction constitutionnelle est saisie, elle constate qu'il y a des gens qui sont en détention et qu'il y a un délai anormalement long. Souvent. Mais déjà encore à l'examen périodique universel, il y a des recommandations qui ont été faites à l'État du Bénin pour voir clair dans la situation des gens en milieu carcéral. Notamment leur traitement et aussi ceux qui sont dans ces cas-là et qui ne sont pas jugés. Parce qu'il y a un délai normal qui doit s'inscrire sur le délai au niveau international. Et malheureusement, nous ne respectons pas cela. D'autres, apparemment, n'ont plus leur dossier dans le CIQ. Et donc, il y a tout cela. Ce n'est pas bien. Et c'est pour cela que j'ai dit que ce que l'État fait aujourd'hui, en parlant de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire on essaie d'aller vers le respect d'un élément de l'état de droit, quoique sur d'autres points, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Donc là, c'est malheureux. L'aide peut faire quelque chose? Oh, bien sûr. Je pense bien que l'aide peut faire quelque chose parce que nous avons dit que ça couvre tous les champs. Et dès lors que les gens sont là-bas, il faut pouvoir maintenant solliciter le mécanisme pour que le mécanisme puisse rapidement accompagner ceux qui sont en situation. La plupart du temps, ceux qui sont dans nos milieux, en milieu carcéral, je veux parler de la prison, hein, donc pour ne pas être trop technique, ceux qui sont derrière les barreaux, vous allez voir, généralement, ils y vont. Et quelques temps après, ils sont abandonnés par leurs avocats. Parce que l'argent, c'est difficile d'avoir de l'argent. Et donc, vous dépensez au début et après, tout le monde s'épuise. Et l'avocat aussi n'a pas que ça à faire. Il est fâché, il est fatigué, il passe à autre chose. Et vous êtes seul face à votre sort. Vous êtes derrière les barreaux là-bas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut qu'il y ait quelqu'un dehors ici pour faire les démarches. Pour courir. Mais voilà que celui qui peut faire les démarches n'est pas là. Il vous a dit à abandonner parce que lui n'est pas là pour faire du bénévolat. Voilà. Non, il n'est pas un bon samaritain. Et après, aujourd'hui, si l'État accompagne au travers de l'aide juridictionnelle, c'est que, alors là, on peut espérer un début de solution. C'est pour cela qu'il dit, je ne veux pas être trop rassurant parce qu'il est difficile de défendre nos gens. Donc, il y a que quelque chose à faire, c'est bien. Si nous respectons l'esprit... Parce que Idriss Koumayon, lui, n'y croit pas. Hein. Ah, vous voyez. Il dit que ça ne va pas marcher. Il n'a pas tort. C'est pour cela qu'il dit que nous connaissons nos gens. C'est-à-dire, on prend des mesures et à l'arrivée, tu te rends compte que toi aussi, tu as cru en quelque chose naïvement. Mais les mesures, c'est-à-dire, les mesures sont là aujourd'hui, nous sommes en train de les prendre. Est-ce que nous allons arriver à les mettre en œuvre effectivement? Ça, c'est un autre débat. Et moi, je dis, en droit, c'est la bonne foi qui est toujours présumée. On ne présume pas de la mauvaise foi des gens. C'est ça. Sur ce principe, je ne peux pas, quoique,
je peux avoir des réserves, je ne peux pas présumer... Tant que vous n'avez pas de preuves... Je ne peux pas présumer que ce ne soit pas effectif. Mais j'ai des réserves. Oui. Nous connaissons, ce n'est pas aujourd'hui que le Bénin est né. Nous connaissons nos agissements dans le pays depuis les indépendances. Donc nous connaissons, on peut avoir des inquiétudes, des réserves. Donc quand il doute, je pense qu'il n'a pas tort. Mais je pense qu'on peut aussi essayer, cette fois-ci, de donner du crédit à ceux qui ont pris la mesure, estimant que certainement que l'État est prêt désormais à désengorger surtout nos maisons d'arrêt, parce que j'ai entendu quelqu'un aussi en parler. Il a parlé de bracelet électronique. Voilà. C'est en vigueur déjà dans notre pays, non? Non. Le fait que les gens soient, ou qu'on voit qu'un d'eux, on jette tout le monde en prison, en réalité relève de la politique pénale de chaque État. Je parlais des politiques publiques. Quand vous êtes dans le domaine de la santé, nous avons une politique publique, donc la politique pénale. Il y a la politique pénale, c'est cela est dit, il faut que chacun cherche à lire, à découvrir les documents de politique de son pays. Et si la politique pénale voudrait que pour un oui ou un non, prison, 2, emprisonnement, alors là, les prisons seront remplies. Si la politique pénale voudrait qu'on puisse faire des transactions sur un certain nombre d'éléments, alors les prisons ne seront pas remplies. Exemple, vous prenez des gens, vous dites qu'il y a eu détournement. Il y a d'autres qui peuvent mettre en place un mécanisme qui consiste à vous faire payer ce que vous avez bouffé. Et non pas vous déposer en prison. Et non, allez vous déposer là-bas. Puisqu'en réalité, quand on regarde, on va vous déposer là-bas. Mais ce qui intéresse les contribuables, ce n'est pas ça. Vous avez bouffé l'argent des contribuables. Ou bien enterré dans votre chambre à coucher. Espérant le jour on vous libère et vous venez chercher votre argent. Oui, encore que quand vous observez, surtout quand ça touche aux acteurs politiques, on dit qu'il y a malversation financière ici et là. On met le monsieur, ou bien je ne sais qui, derrière les barreaux. Quelque temps après, vous apprenez qu'il est souffrant. Il se retrouve dans un autre pays pour se faire soigner. Et depuis les soins, il revient, il est en liberté. Finalement, l'argent qui a disparu est où? Les États qui ont disparu sont où? Donc, je pense que, c'est pour cela que je dis, c'est une question de politique publique. Et notre État, quand ceux qui sont là sont venus, et ce que j'ai pu comprendre, et quand le premier garde des Sceaux était là, c'est que notre État avait une politique pénale rigide. Il fallait décourager, ça dit, avec une sévérité indescriptible, tous ceux-là qui se retrouvent dans la chaîne pénale, qui tombent sur le couvert, je vais dire, sur le dos de la loi pénale, en réalité. Et donc, on peut faire un autre choix, et moi, je pense que faisons un choix qui humanise. Faisons un choix où c'est pas parce que vous vous retrouvez devant un commissariat, une juridiction, que ça dit la prison est garantie pour vous. Faisons un choix où nous avons des citoyens davantage en liberté que des citoyens davantage derrière les barreaux. D'accord. Débiteur insolvable, même en fuite, on peut le trouver? Oui, on peut le trouver. Et je pense qu'il a dit que quand on est avec les débiteurs insolvables et qu'on se retrouve, je ne sais pas, au commissariat, il a dit, et qu'on dit que c'est civil ou bien quoi. Je pense que c'est au commissariat, il a dit. Oui. On aura d'autres occasions parce qu'il faut faire la nuance. C'est ça. On dit que quand on doit quelqu'un, on ne fait pas la prison. Je vous dois, c'est une dette. Une dette ne peut pas m'envoyer en prison. Ça ressort du domaine civil. Et c'est effectivement du domaine civil. Lorsque vous devez à quelqu'un, eh bien c'est une question civile. Si, comment on appelle mon bailleur, je ne paie pas le loyer, il est fâché, c'est son affaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est une affaire civile. On ne peut pas m'emprisonner parce que je n'ai pas payé le loyer, ou bien parce que je suis venu vous voir pour dire de me prêter. Si vous m'avez prêté, je dois payer, je n'arrive pas à payer, je vous relance, ça devient procédure. Il n'y a pas d'emprisonnement pour cela. C'est pourquoi, quand on va devant les commissariats, les gens vont vous dire, s'ils sont gentils avec vous, ils veulent être sérieux. Au moins, ils vont vous souffler à l'oreille que l'affaire que vous avez amenée là, ce n'est pas nous notre domaine. C'est une affaire civile. Nous, on ne règle pas. Le commissariat, la gendarmerie n'existe plus. Le commissariat ne règle pas les affaires civiles. Les affaires civiles, vous allez devant les juridictions civiles également. Donc, qu'est-ce que les commissariats font souvent? Je ne veux pas accuser les commissariats, mais le constat que nous faisons dans certains cas, ils savent, parce que c'est des gens très bien formés. Tu ne peux pas être policier si tu n'as pas des éléments de droit. Ils regardent un peu l'affaire, ils trouvent que c'est une affaire de dette, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il réfléchit un peu, il dit escroquerie et abus de confiance. Voilà. Ça dit l'infraction que les gens trouvent. Escroquerie et abus de confiance. Et au moins sur cette base, on démarre d'abord la procédure. On peut arriver au niveau de la juridiction pour qu'on constate en plein procès que, mais écoutez, nous sommes dans une affaire civile, quel est ce bordel-là? Mais au moins, on vous aurait déjà fait chaud en vous gardant à vue pour 2 ou dans le pire des cas pour 8 jours sur la base de escroquerie et abus de confiance. Oubliez que ce sont des infractions qu'on définit clairement. L'escroquerie n'a rien à voir avec la dette.
l'abus de confiance n'a rien à voir avec la dette. Mais ça peut se ressembler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça là rapidement. Donc, les débiteurs insolvables, bien sûr, on peut les retrouver. Mais ne perdons pas de vue une chose. Nous sommes un État en construction. Nous sommes toujours en construction. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et on dit que les pays sous-développés sont des pays où tout est à faire ou à refaire. Notre pays également, malgré les efforts qui se font depuis la nuit des temps, nous avons beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que on a du mal à retrouver les auteurs des infractions. Voilà, Union Rosso dit que les dérives persistent, même le traitement des prisonniers malades et tout ça, c'est des problèmes que nous avons encore dans notre pays. Malheureusement, oui. Et vous savez, ces problèmes-là sont même encouragés par les citoyens, les simples citoyens. Il suffit seulement de dire que les prisonniers ne peuvent pas vivre dans ce que nous on voit là. Allez faire un tour dans nos prisons, vous allez voir que ce que nous voyons là, c'est pas bon. J'ai dit tout à l'heure, les droits humains, c'est les droits que nous avons du fait d'être humain. Donc il y a la dignité humaine. Voilà. Et j'ai dit que quand vous prenez l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui loge, qui est même la base, vous avez 3 éléments clés. Liberté, égalité, dignité. Donc, vous avez fait quelque chose, oui. C'est pour vous rééduquer qu'on vous envoie derrière les barreaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous traiter comme des animaux, encore que sous d'autres cieux, il y a le droit des animaux. Vous faites mal, vous pouvez vous retrouver devant les juridictions pour avoir maltraité les animaux. À plus forte raison, nous les humains. Et donc, ça, c'est encouragé par les citoyens du simple fait de ce que nous avons appelé tout à l'heure la méconnaissance des textes ou l'ignorance des normes. Il va dire, vous défendez qui? Celui qui a tué, celui qui a volé, celui qui a fait ceci, il est en prison, c'est son affaire. Oubliant que chacun de nous, nous sommes des prisonniers ambulants. C'est pour cela, tant que nous sommes encore en liberté, nous allons continuer à travailler pour ce en quoi nous croyons, en invitant nos gouvernants à humaniser nos maisons d'arrêt. Dans certains pays, je ne vais pas citer d'autres pays, il y a des gens qui ont été pris dans une affaire de coup d'État, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui étaient membres d'un gouvernement pendant des années. Mais pendant qu'ils étaient au gouvernement, je ne pense pas qu'ils aient imaginé un jour qu'ils vont se retrouver derrière les barreaux. Pendant ce temps, nous étions déjà dans notre rôle à nous. Nous, on était toujours en train de crier pour dire c'est pas bon. Il faut harmoniser. Peut-être que celui-là n'était pas d'accord à l'époque. Mais voilà qu'il s'y retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Que ces jeunes-là, ils avaient raison. Mais voilà qu'ils s'y retrouvent. Donc, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Notre prochaine destination. Ousmane Sonko et consorts ont quitté la prison et le président du Rwanda pour devenir président. Tout comme on peut quitter la présidence pour aller de l'autre côté. C'est pour cela, travaillons dans l'intérêt général, travaillons à humaniser nos maisons d'arrêt et aussi les commissariats, parce que quand on garde les gens à vue, il y a des gens, c'est vraiment, vous les gardez là pendant 2 jours, toute sa vie ne s'en revient plus parce que les conditions ne sont pas les conditions idoines. Alors que dans les pays européens où ils ont travaillé à avoir un cadre un peu plus approprié et au moins, à part la limitation de liberté qui peut être un drame pour vous, et le milieu dans lequel on vous garde n'est pas aussi mauvais que cela. D'accord. Alors, on poursuit avec Ayena Roland qui a parlé bien entendu d'une affaire sociale au tribunal. Il a gagné le procès. Il doit donc récupérer son argent. Il y a un document qu'il doit signer, mais l'avocat le fait tourner en rond depuis. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Je ris parce que... C'est des cas qu'on connaît. C'est courant. C'est courant. Sans même l'avoir écouté, j'en parlais. Je ne voudrais pas parler de ce que font les avocats. Ils font bien, il ne faut pas bien. Ça, c'est pas ça trop. Ça ne me préoccupe pas trop. Mais ce que je sais, c'est que les avocats, je vais dire par destination, sont des défenseurs des droits humains. Tout comme les magistrats, les juges. Parce que c'est eux, en réalité, même les grands et les premiers défenseurs des droits humains. Donc c'est à eux, c'est eux qui portent la toge. Quand vous prenez l'histoire de la toge, c'est ça. Que ce soit pour les avocats ou pour les magistrats. Donc on doit arriver à peut-être attirer davantage l'attention des avocats sur le fait que oui, il y a des charges, il y a des besoins de réalisation personnelle, tout. Je suis d'accord. Personne ne vous a aidé quand vous étiez en train de souffrir à la fac ou pour aller crier un peu partout pour vous faire former et tout, non. Mais on doit considérer que il y a des domaines qui sont des domaines de passion. Il y a des domaines qui sont c'est comme du religieux. Quand on doit prendre nos frères et parents qui portent la soutane. C'est un sacerdoce, c'est un don de soi. Et donc, dès lors que vous l'intégrez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. L'avocat est là pour l'orphelin et la veuve. Voilà, l'orphelin, la veuve et l'orphelin. C'est pour cela dit que ça dit au départ et à l'arrivée, l'avocat, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin. Donc, ce sont les premiers défenseurs des droits humains. Mais,
qu'est-ce qu'on constate? Avec l'évolution du monde, tout est devenu cher, les besoins sont là, nous sommes dans une société de consommation, le bling-bling, c'est pas facile. Je vous arrête là-dessus pour poser une question, donc déposée sur WhatsApp. Quelqu'un dit, Charlemagne Saroyon, il dit, j'aimerais savoir si l'ordre des avocats des tarifs pour chaque dossier défendu par un avocat. Il y a un tarif? Non, pas du tout. En ce qui concerne les avocats, j'ai dit c'est une profession libérale. C'est là où la profession là est même différente des huissiers de justice, des notaires et autres. Les avocats définissent librement leurs émoluments, leurs émoluments. Même pour ouvrir les dossiers. Oui, chacun. Vous allez voir dans certains cabinets pour les frais d'ouverture de dossiers sont à 80 000. Vous allez voir ailleurs, ça peut être 100 000. Et je pense qu'il y en a aussi qui sont à 50 000. Et dans d'autres cabinets, à 50 000. Donc ça dépend de chacun. Ça dépend de la taille du cabinet, de la notoriété de l'avocat, parce qu'on n'est pas les mêmes. Oui. On n'est pas les mêmes, on peut être dans la même profession. Les moutons se promènent maintenant. N'ont pas le même prix. Et donc vous voyez, donc la notoriété. Un avocat qui devient peut-être ministre. Ah oui, attention. Qui a son cabinet, qui revient après. Ne cherchez pas à le comparer à un autre avocat. Ou bien un avocat qui a eu déjà à gagner des affaires comme l'affaire Abani Tidjani, comme l'affaire coup d'état d'Ansi, ou encore l'affaire tentative d'empoisonnement, ou encore quelle affaire, l'affaire de tel président, de tel. Ne le comparez pas à un avocat qui est dans les... Ou vous voulez prendre un avocat qui, par exemple, a conseillé Maesque, je parle de Maesque, qui a conseillé, par exemple, Bolloré, qui a conseillé... Vous parlez des grosses boîtes. Voilà, ça dit, vous ne pouvez pas le mettre au même diapason que les autres. Donc, il y a tout cela aussi qui compte et les avocats définissent librement ce qu'ils veulent prendre, contrairement aux huissiers de justice et aux notaires où l'ordre à ce niveau-là, donc l'ordre des notaires, des huissiers de justice et tout ça, il y a une grille tarifaire que les gens suivent. On sait que si c'est tel acte, voilà le montant. Mais en ce qui concerne les avocats, ils sont libres. D'accord, merci. Il y a donc Cosmo Gilbert qui demande donc ce qui sera prévu donc pour les personnes handicapées. Je pense qu'on va fondamentalement attendre la mise en œuvre pour savoir. L'essentiel, c'est que les personnes portant un handicap sont considérées, bien entendu, dans ce dossier d'aide juridique. Il y a une autre question qui vient. Est-ce que l'aide juridique va marcher au Bénin? Bon. On verra bien. Positif. On va rester positif. Alors, nous tendons donc vers la fin de cette émission. Monsieur Angelo Adelakun, vous allez donc nous dire concrètement, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire tout ça avant de lancer la cybercriminalité? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là qui sont en prison là. Ça va être la dernière question que je vous pose. Je vais être d'accord parce que effectivement, si on l'avait fait, peut-être que ça aurait aidé beaucoup de jeunes. Mais nous sommes dans un domaine, le pénal, ça c'est le pénal. Les infractions n'attendent pas. Ça dit pendant que vous il y a des nouvelles infractions qui surviennent. Surtout avec les nouvelles technologies aujourd'hui, les infractions n'attendent pas et la plupart des codes du numérique dans les États sont même en retard. Ça dit vous adoptez aujourd'hui, avant même de promulguer, il y a d'autres choses. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut attendre nécessairement l'aide juridique. Si c'est ça, ça dit nous allons attendre l'aide juridictionnelle avant de commencer par dire, comme vous avez giflé et l'autre jeune, c'est quoi blessure volontaire, comme vous avez fait truc là, tel c'est viol, c'est harcèlement, on va attendre et tout mettre dans le nom. C'est progressivement que nous pouvons le faire. Le plus important, c'est que nous puissions mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ces questions-là puissent être traitées véritablement. Encore que la plupart des jeunes qui sont impliqués dans la question de cybercriminalité, pour ceux qui sont véritablement impliqués, je ne veux pas parler de ceux qui se seraient retrouvés embarqués derrière les barreaux juste par malchance. Par hasard. Mais ceux qui se sont retrouvés, moi j'estime, au vu de leur niveau de vie en société, qu'ils ont les moyens de prendre un avocat, au moins ce qu'ils ont pris injustement, qu'ils aillent payer maintenant un avocat dedans pour traiter leurs questions. Maintenant, ceux qui ont été pris injustement, c'est là le cas. Et je voudrais rappeler avant de finir, je le disais tout à l'heure, les recommandations pour que les gens comprennent. Ça sera votre mot de fin. Oui. Et pour dire que les recommandations, entre autres recommandations que le Bénin a reçues en ce qui concerne l'aide juridictionnelle à Genève, on dit par exemple, ça c'est la Roumanie qui dit cela au Bénin, redoubler d'efforts pour lutter contre la corruption dans le système judiciaire. Réformer le Conseil supérieur de la magistrature et garantir un accès effectif à la justice
pour tous en renforçant le système d'aide juridictionnelle et en facilitant l'accès à un avocat. C'est la Roumanie qui nous dit ça. C'est la Roumanie qui nous dit ça. Ça, c'est la Roumanie qui nous dit ça. Et vous allez voir, par exemple, oui. l'Afrique du Sud nous dit renforcer le système d'aide juridictionnelle pour garantir à tous les justiciables un accès effectif à la justice. Donc, assez d'états comme ça. Oui. Et par exemple, on dit, il y a un point où on dit, ceux qui ont parlé des emprisonnements, on dit poursuivre les efforts de lutte contre la corruption en milieu carcéral. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui nous dit ça. Donc, ce sont des mécanismes, ce sont des éléments, ce sont des examens que nos citoyens doivent comprendre et savoir qu'on n'est pas État seulement pour le Bénin. On est État pour respecter les engagements. Vous avez encore 30 secondes. Et donc, en 30 secondes, je voudrais vous remercier pour l'honneur et remercier les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont écoutés, qui ont réagi, qui ont interagi avec nous. Et tous ceux-là qui, dans les différents groupes WhatsApp dans lesquels nous sommes, nous écoutent, écrivent et sont contents. Ceux qui ont aimé surtout la question du viol et du harcèlement aussi. Et bien d'autres questions que nous n'avons pas pu mentionner. Je dis merci à Radio Cotonou et en vous renouvelant une fois encore ma disponibilité. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Landry Angelo Adelakun. Merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de ce dimanche. À nouveau, merci aussi aux auditeurs et auditrices qui ont participé à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Bonne émission à chacun et à tous et surtout, gardez votre position d'écoute. Franc-Parler